Bonjour, bienvenue sur ma chaîne où l'on parle d'éducation, de transmission du savoir et de lecture. Aujourd'hui, je suis avec une nouvelle invitée multipotentielle et vous allez pouvoir découvrir son parcours son parcours très inspirant et très diversifié. Nous sommes aujourd'hui avec Marie Mulligan. Bonjour Marie. Bonjour Auré. Comment vas-tu Marie? Dans quelle énergie est-ce que tu es aujourd'hui? Bien, avec plus de soleil que dans la vraie vie. Ça, c'est vrai. Bon, on est en Belgique, donc on s'adapte. Heureusement, tout ça ne nous enlève pas notre sourire. J'ai envie de te demander, Marie, puisqu'on commence toujours un peu cette émission avec une citation. Est-ce qu'il y a une citation qui te parle, qui t'inspire et que tu voudrais partager avec nous aujourd'hui? C'est un morceau de citation. En vrai, c'est un morceau de poème ou de prière qui a été écrit par Mère Teresa. Et ma citation, c'est: La vie est un jeu, joue-le. J'ai pêché ce petit bout de papier quand j'avais, je pense, 15 ou 16 ans. Et c'est toujours resté vraiment ma petite phrase à moi parce qu'elle veut dire plein de choses et elle permet d'avancer dans la vie. Parfois, il faut prendre un peu de risque pour avancer. Dans un jeu, il y a aussi des règles. Parfois, il faut se dire, ben, je me plie aux règles. Bref, elle me sert dans toutes les circonstances. J'arrive toujours à la tourner en quelque chose de positif pour avancer dans la vie. Waouh, Marie, je trouve que c'est une belle citation et ça montre bien le côté positif parce que bah, depuis les nombreuses années que je te connais, je trouve que tu es une personne qui arrive toujours à voir le côté positif des choses et qui est plutôt dans je vais regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et c'est une super belle qualité que tu as, que tu nous partages aujourd'hui cette citation. Je trouve qu'elle te correspond très très bien. Est-ce que Marie, tu pourrais te présenter, nous dire un peu qui tu es, d'où tu viens? Ok. Donc je m'appelle Marie. Je suis née en Belgique, dans le fin fond du Hainaut. Je suis l'aînée de 9 enfants. J'ai 4 petites sœurs et 4 petits frères. Je pense que même si j'ai du mal à en être consciente, ça m'a quand même formée pour le reste de la vie. Mhm. Quand j'avais 18 ans, je suis partie faire une année d'études en haute école en Irlande parce que c'est le pays de mon papa et que je voulais mieux connaître cette identité-là. Et puis après, je suis partie à l'université à Louvain-la-Neuve pour étudier sciences politiques parce que je voulais changer le monde et je pensais que c'était un bon moyen d'y arriver. Euh, j'ai un peu déchanté, je me suis réorientée pour faire un master en économie parce que j'avais compris que ce qui régulait le monde, c'était l'argent. Mhm. Non, mais plus sérieusement, j'ai fait un master en économie sociale, hein, donc je n'ai pas travaillé dans les grandes banques et les traders, mais c'est quelque chose qui me plaisait, qui était un peu plus précis. J'ai terminé mon master au Brésil parce que c'était une année d'échange. Et ensuite, j'ai commencé ma vie de famille et ma vie de travailleuse en Belgique. Et est-ce que tu pourrais nous dire, Marie, est-ce qu'il y a quelque chose que lorsqu'on te voit, on ne devine pas justement sur ta personnalité et sur ton identité? Je pense que la chose qui surprend le plus les gens, c'est quand je leur dis que je suis judokate. J'ai commencé à faire du judo quand j'avais 10 ans et j'en fais toujours. Bon, j'ai fait une petite pause quand mes enfants étaient petits et puis ils ont voulu faire ce sport-là. Alors, je m'y suis remise avec eux. Je fais des compétitions, je donne cours aux petits. Voilà. C'est un sport très masculin quand même et j'essaie de me battre pour qu'il y ait plus de place dans ce sport-là pour les femmes et pour les petites filles et les ados. Et qu'est-ce que tu as développé justement à travers le judo au niveau de ta personnalité ou des compétences que tu as aujourd'hui? Pour moi, c'est un sport où il y a quand même la base, ça va être le respect de soi et des autres, et aussi bah, quand même le respect des règles. Dans le judo, on apprend à travailler. Si on fait du jeu tout seul, c'est pas intéressant, ça Mhm. n'existe pas. On apprend aussi à travailler avec les autres et avec l'autre, et c'est des choses qu'on utilise ben, en fait tous les jours dans la vie privée, dans la vie professionnelle. C'est un sport de combat aussi où on se bat d'abord contre soi-même et puis aussi contre les autres. Je pense que je me fixe des objectifs que je lâche pas. Ça travaille beaucoup la ténacité et le fait aussi de d'oser parfois se dépasser.
Ah beh, c'est vraiment des compétences, je pense, qui sont utiles, dans plein de domaines, de la vie aujourd'hui et j'ai cru comprendre que le voyage avait une place importante, dans ta vie et dans ton parcours. Est-ce que tu pourrais, nous en parler? Oui, je pense que mon premier voyage, je m'en souviens pas bien, mais mes parents, ils m'en parlent toujours. C'est quand j'avais 5 ans, j'ai décidé que je partais, je sais plus chez quelle tante ou oncle, toute seule, et après j'ai enchaîné. Les voyages qui m'ont le plus marqué, c'est quand j'avais 15 ans, je me suis engagée dans une ONG et je suis partie, à plusieurs reprises en Afrique de l'Ouest. C'était des voyages interculturels, un peu de bénévolat, qui m'ont appris beaucoup de choses, donc qui m'ont aussi parfois déçue, mais en tout cas qui m'ont permis d'être en contact avec un monde qu'on connaît, enfin, c'est pas un autre monde, mais c'est un autre continent qu'on connaît moins. Donc, j'ai été plusieurs fois au Bénin, au Burkina Faso. Quand j'ai grandi, j'ai voulu aller voir une amie en Colombie, donc en Amérique latine. Et voilà, c'est vrai que c'est des voyages que j'ai réfléchi, que j'ai pensé, qui ont été importants pour moi, pour apprendre en fait, être confronté à des choses dont on n'a pas l'habitude, à voir le monde aussi avec un autre regard. Et ça a été des étapes assez importantes. Et est-ce que tu pourrais nous parler justement aussi du voyage que tu as organisé au Bénin en vélo? Parce que enfin, dans les voyages précédents, tu partais avec une organisation et c'était assez bien cadré. Et justement, quelle était la différence quand tu as pu voyager toute seule sur le continent africain? Qu'est-ce que tu as remarqué? Exact. euh, Comme je partais avec une ONG, on partait par grands groupes et donc on arrivait à un groupe de 20 Belges blancs européens et on se faisait vraiment assez remarquer. Puis on était traités parfois sur un peu un piédestal comme les blancs ou comme les blancs qui amènent de l'argent. Enfin voilà, c'était pas toujours évident. Et quand on a grandi, qu'on a été majeur avec une amie, on a embarqué dans l'aventure deux amis scouts qui étaient eux béninois. Et on a dit, mais votre pays, il est petit, les gars, on pourrait quand même le traverser à vélo. Enfin, il faut le monter. En largeur, c'est pas du tout large, ni en longueur. Et on a donc utilisé des vélos que l'association avait pour remonter, mais vraiment tout le pays. On est monté tout en haut. Et ça a été une expérience de vie vraiment incroyable pour moi et mon ami qui est belge et pour nos amis béninois parce que on a traversé des villages, des villes. On était à vélo, en fait, on est très proche des gens parce que il y a pas de porte, de mur, de fenêtre. Les gens, ils nous parlaient, ils nous invitaient, ils nous demandaient mais qu'est-ce qu'on foutait sur un vélo. Voilà. Et donc, on était vraiment très, très fort au contact de la vie de tous les jours et des gens. Et ça a été une expérience vraiment riche où on a été aussi en général vraiment très, très bien accueillis. Les gens nous disaient, ah, mais venez, venez dans notre village ce soir, on vous donnera à manger. Les enfants aussi nous accueillaient. Parfois, ils nous suivaient avec leur vélo ou en courant. On a été en fait mêlés très fort à la population. On passait un peu plus inaperçu et on pouvait partager des petits moments de leur quotidien. mhm. Ben, Marie, je voudrais aussi revenir sur ta scolarité. Donc, est-ce que tu as eu des difficultés durant d'abord tes études secondaires? Comment s'est passée ta scolarité? Euh, euh non, moi, j'ai eu la chance d'avoir facile à l'école, donc j'ai fait mes études secondaires comme ça. Et puis après, je savais pas très bien ce que je voulais faire. Donc, quand j'étais toute jeune, mon objectif dans la vie, c'était de changer le monde. Et je savais pas quoi faire, ni quoi, ni comment. J'avais un moment pensé à faire médecine et je me suis rendu compte qu'il fallait beaucoup étudier, que c'était très sérieux. Et moi, j'aimais bien avoir beaucoup de projets, faire beaucoup de sport et donc c'était pas pour moi. Donc, j'ai été à l'université à Louvain-la-Neuve et j'ai fait sciences politiques. Et j'ai pas vraiment accroché en fait. J'ai appris plein de choses, mais il manquait le petit feeling. Mhm. Et donc, je me suis orientée après vers un master en économie qui m'a beaucoup plu. Et ce côté engagement, c'est quelque chose aussi, c'est une valeur qui était mise en avant dans ta famille ou c'est quelque chose que tu as plutôt développé au travers de tes voyages et de tes différents projets? Tu as toujours été quelqu'un d'engagé? C'est une bonne question. J'ai toujours été quelqu'un qui aime faire beaucoup de choses en fait, qui aime Hmm. bien m'impliquer et faire des choses concrètes. Et donc, m'engager dans des projets, ça répond à ce besoin de faire des choses très concrètes.
Mhm. Il faut quand même savoir que quand Marie et moi on s'est rencontrés, donc on était à l'université et donc on avait créé un projet qui s'appelait le CAFRICAP où on était là sur le campus pour faire connaître l'Afrique autrement aux étudiants. Et donc Marie, justement, tu es venue rejoindre ce projet. Qu'est-ce que tu te rappelles justement de ton engagement dans ce projet? En termes d'engagement, je crois que c'était tellement difficile de vivre dans un projet, de le faire fonctionner. Moi, ce projet-là, il m'a surtout donné une famille. J'ai beaucoup aimé de partager les valeurs avec mes colocataires, d'être comme une grande famille de, je sais pas, cousins et cousines. On était tous dans cette même situation. On n'était pas très très riches quand même, il faut le dire. Et alors, on essayait tant bien que mal de faire nos projets, mais ce que je retiens moi plus de ce projet-là, c'est vraiment cette ambiance et ces valeurs africaines plus que le projet, pour être honnête. Mhm. Ouais, c'est vrai que le côté humain, il était très fort, je trouve, avec les personnes qui rejoignaient le projet. Et la preuve, c'est que si aujourd'hui on est encore en contact, c'est que voilà, ça en valait vraiment la peine, je crois. Alors Marie, tu nous as pas beaucoup parlé de ton Erasmus, enfin non, même pas de ton Erasmus, de ton année à l'étranger. Donc après ta sixième secondaire, tu es partie durant un an en Irlande. Qu'est-ce qui t'a motivé justement de partir faire autre chose avant de poursuivre tes études universitaires? Moi, je rêvais vraiment de partir, hein. C'était mon objectif dans la vie, c'était partir à 18 ans. Donc, j'ai eu 18 ans en juillet. Je crois que je suis partie en août. En Irlande, j'avais trouvé en fait une haute école qui proposait une formation en aide internationale et développement d'un an qui m'intéressait vraiment et qui était très très chouette. C'était dans une toute petite haute école. Et mon papa, il est irlandais, mais comme j'ai pas beaucoup grandi, les Irlandais, ils sont un peu dispersés, certains partout dans le monde. Dans leur cas, ils étaient plutôt en Angleterre et en Écosse. Et donc, j'ai un peu été en Angleterre et en Écosse quand j'étais enfant, mais en Irlande, je crois que j'avais dû aller une fois dans ma vie. Et à cause de mon nom de famille, les gens partout où je vais, ils me disent: «Ah, mais c'est un nom de famille irlandais, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, est-ce que tu es irlandaise?» Et donc, j'avais besoin d'un peu aller voir si j'étais irlandaise ou pas. Mhm. Et donc, j'ai fait faire un an à Dublin en formation en aide internationale et développement. C'était aussi quelque chose de très ouvert dans ma classe. Il y avait beaucoup de gens qui venaient d'un peu partout dans le monde. Et donc, je suis restée dans ce tracé un peu ouverture culturelle que j'avais amorcé. Et donc, ça, c'était une expérience, je peux dire, qui était très riche humainement, mais qui t'a déjà aussi permis de mettre un pied dans les études supérieures, alors, avant de venir entamer justement tes études de sciences politiques. Et donc, après ton bachelier de sciences politiques, là, tu entames justement ce master en économie sociale et tu as l'occasion justement de partir pour un semestre à l'étranger ou une année. Justement, tu peux nous parler justement de Une cette année, oui. magnifique expérience que tu as vécue? Mais donc, dans mon master en économie, on pouvait faire un an à l'étranger. C'était 6 mois de cours et 6 mois de stage. Et moi, j'avais une idée assez fixe en tête, c'est que je voulais aller au Brésil. Point. J'avais donc pris une filière où je savais qu'on pouvait aller au Brésil. Pourquoi je voulais aller au Brésil? Ben, j'avais déjà connu un peu l'Afrique de l'Ouest et le Brésil m'attirait vraiment pour ce côté très multiculturel, mais aussi pour le fait que j'avais pensé passer beaucoup plus discrètement me fondre dans le pays plus facilement qu'en Afrique. En Afrique, moi, j'ai été confrontée à ce que les gens ils te disaient: «Ah, la blanche, ils voient que tu n'es pas de là, c'est évident». Au Brésil, je m'étais dit: bah, tiens, ça va être beaucoup plus discret parce que toutes les couleurs et tous les humains sont mélangés. Ce qui est assez vrai. Je ne m'étais pas trompée. Au Brésil, les gens, ils sont noirs, jaunes, j'allais dire verts, mais il y a vraiment un très beau mélange de couleurs. Et c'est un pays enfin, c'est un pays vraiment aussi qui est un pays en développement où on trouve un peu tout, hein. On trouve de l'extrême pauvreté et de l'extrême richesse. Et ça m'intéressait beaucoup. Et j'ai pas été déçue du tout sur tous ces plans-là. Et au niveau scolaire, donc, comment ça s'est passé ton semestre là-bas? Quels sont les cours que tu as dû passer? Est-ce que tu as effectué un stage? Comment ça s'est passé au niveau Euh, académique? je suis arrivée là-bas et je devais faire 6 mois, donc je devais prendre un quadri complet avec des cours. Ça a été une expérience vraiment, je recommanderais vraiment à
tout le monde cette expérience dans le sens où ils m'ont laissé prendre un peu de portugais, euh, évidemment de l'économie parce que c'était ça mon trajet, enfin mes études, mais par exemple ils m'ont laissé prendre de l'histoire économique du Brésil, de l'économie politique et des cours où ça a été un peu un choc, mais j'ai eu l'impression qu'on m'a enlevé mes lunettes et qu'on m'en a mis des autres. Et quand on voit l'histoire en Belgique, ben, on dit bah, l'Europe, elle a fait ça, on a été là, on a fait ci, on a fait ça, et l'Europe au milieu fait plein de choses. Et là, du jour au lendemain, je me suis retrouvée au Brésil où on avait une autre version de l'histoire, bon, qui concordait, hein, mais où les lunettes, le centrage, il était sur l'Amérique latine. Et ça, c'était incroyable de se dire, mais en fait, il y a d'autres manières de voir le monde que l'Europe est au milieu. Et donc ça a été vraiment un super apprentissage d'apprendre aussi, par exemple, la période de l'esclavage ou du triangle économique avec Mhm. la canne à sucre. Depuis le regard latino-américain, ça a été vraiment très, très intéressant. Et est-ce que tu as pu développer des relations sociales avec des Brésiliens sur place? Est-ce que tu avais des amis via la faculté? Comment ça s'est passé ton intégration au Brésil? Tu étais dans quelle ville? J'ai été à Sao Paulo et je suis arrivée assez vite dans le quartier tout près de l'université. L'université, elle a des portes et on était près de la porte 1. Et j'étais dans un quartier donc un peu universitaire avec beaucoup de latino-américains. Donc des Brésiliens, des Colombiens, des Vénézuéliens. C'était une très, 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 très chouette. J'ai été très vite obligée d'apprendre le portugais parce que l'anglais, ça ne fonctionnait pas. En fait, dans la vie de tous les jours, les caissiers, les chauffeurs de bus, les gens, ils ne parlent pas anglais, ils parlent portugais. Donc, Hmm. j'ai appris très, très vite le portugais. J'avais pas le choix. Et très vite, j'ai aussi rencontré mon amoureux, qui est devenu par la suite le papa de mes enfants, mon mari, et ainsi de suite. Donc, on peut dire que tu as vécu une grossesse à l'étranger en étant étudiante étrangère. Donc, c'est quand même pas rien. Comment ça s'est passé cette grossesse? Comment tu l'as vécue? Est-ce que tu as eu de l'aide? Donc, quand je suis arrivée, oui, donc j'ai été un an au Brésil et je suis partie toute seule et on est revenu à trois. Hein. Ça, c'est un peu la grande histoire de ma vie. Mhm. J'ai très vite découvert que j'étais enceinte et à l'hôpital universitaire, ils s'occupaient un peu de tout. Donc, il faut rien payer, ils font le suivi, ils te disent voilà, tu dois aller à ce rendez-vous-là ce jour-là, le lendemain, tu dois faire ça. Et ils nous disent vraiment tout ce qu'il faut faire. Donc, de ce point de vue-là, en tout cas, l'encadrement médical, il était là. L'encadrement, plutôt, on va dire, le côté d'explication, de préparation, ça, par contre, ça les intéressait pas. Autant j'ai trouvé qu'en Belgique, autour d'une femme enceinte, on met tout un dispositif de préparation à la naissance. Chez eux, c'est plutôt quelque chose de normal de la vie, donc pas besoin de se préparer. Mais globalement, on va dire que j'ai été bien entourée et que ça s'est très bien passé. Et donc, tu as continué donc tes études là-bas. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la thématique de ton mémoire justement en lien avec le fait que tu étais au Brésil? J'ai fait mon mémoire sur la question de la monnaie complémentaire, donc qui est autre que la monnaie officielle. Donc en Belgique, c'est l'euro, mais au Brésil, c'est le réal. Parce que j'ai fait mon stage dans une banque de monnaie complémentaire. Ce que j'en ai retenu vraiment, c'est que la monnaie complémentaire, elle peut avoir du sens, elle peut être utile, mais pas à elle toute seule. C'est Mhm. vraiment dans un dispositif de développement où il y a d'autres actions, où il y a un plan global, on peut l'y intégrer. Par exemple, là, c'était vraiment pour développer tout un quartier qui était plus en dehors de la ville. Et ça, l'idée, c'était de faire une monnaie de ce quartier pour que les gens qui reçoivent cette monnaie, ils aillent ensuite la dépenser dans le commerce de ce quartier et que du coup, l'argent tourne dans le quartier et crée de la plus-value économique dans le quartier. Mhm. Vu comme ça avait du sens, mais sinon, à elle toute seule, une monnaie, c'est très complexe à gérer et ça pose aussi plein de questions. Et est-ce que tu as eu des difficultés justement à lier à ce moment-là ta grossesse et tes études ou bien c'est quelque chose que tu as bien vécu? Je pense peut-être avec tous les changements hormonaux, la fatigue. Ben, moi, je me suis sentie très protégée par le fait d'être au Brésil par rapport à l'Europe.
c'est que au Brésil, déjà, l'avortement, il est interdit, donc c'est une question qu'on ne pose pas. Mhm. Et je pense que la moyenne d'âge d'une première grossesse est beaucoup, beaucoup plus basse que chez nous. Et il y a plein de jeunes filles, surtout dans les quartiers plus pauvres, qui sont mamans à 14, 15 ou 16 ans. Donc, à côté, moi, j'avais 22, 23, enfin, 23 ans. Ça va, pas de problème. Donc, de ce point de vue-là, les gens, ils posaient pas de questions. J'avais pas des regards bizarres dans la rue. De ce point de vue-là, ça allait, c'était facile. Et alors, sinon, je sais, j'ai perdu le fil de la question. Non, j'ai pas rencontré vraiment de difficultés. Moi, j'ai fait le choix de dire, je suis venue au Brésil pour faire ma dernière année de master. Ça, c'est le plan A. On reste sur le plan A. J'ai ajouté au plan A un enfant, mais c'est pas grave, on continue. Mhm. Et donc, j'ai fait mon semestre comme si de rien n'était. J'ai fait mon stage comme prévu et j'ai rentré mon travail de fin de stage. C'est juste que sur le coup du mémoire, ça a été effectivement très difficile de gérer. Mais simplement déjà le fait d'être à l'étranger, d'avoir un promoteur en Belgique, Mhm. ça c'était très difficile. Alors on ajoute à ça la grossesse, le bébé. J'ai dû rentrer mon mémoire quand je suis rentrée en Belgique l'année suivante parce que c'était un peu trop. Mais à Mhm. part ça, Tout s'est bien passé de ton côté. Et donc, de retour en Belgique, tu étais partie seule, vous êtes revenu à trois. Comment ça s'est passé justement l'intégration pour le papa qui est maintenant devenu ton mari? ben, en Belgique, nous, on a eu de la chance parce que comme il était le papa d'un enfant belge, il a très vite eu les bons papiers. Et donc, très vite eu accès à l'école de français, puis à l'école de cuisine. Puis, en fait, au Brésil, il travaillait parce qu'il venait d'un milieu pas aisé où ben, on finit l'école et on part travailler. Et il n'avait jamais eu l'opportunité de faire des études. Quand il est arrivé en Belgique, il s'est dit, bah, en fait, si je peux faire des études, alors fonçons. Et donc, pendant les premières années de notre vie ensemble, tous les deux, on étudiait et on travaillait en fonction. Enfin, il fallait mettre de l'argent dans nos assiettes, mais il fallait aussi, on avait des objectifs. Et on s'est pas mal débrouillé parce que moi, j'ai rendu mon mémoire et puis j'avais des petits jobs pour vivre. Et mon mari, il a fait ses études de chef cuisinier et à côté, il avait des petits jobs pour vivre aussi. Et donc, on s'en est sorti tant bien que mal. Et donc là, on arrive justement dans l'entrée dans la vie active et la vie professionnelle. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et de comment justement tu es entrée dans cette vie professionnelle? Moi, j'ai trouvé l'entrée dans la vie professionnelle vraiment difficile. Je sais pas si à l'UNIF, on nous vend, voilà, vous avez fait l'UNIF, c'est bon, toutes les portes vont s'ouvrir avec le tapis rouge. Pas ça, C'est vrai. si on vous dit ça, c'est pas vrai. J'ai trouvé ça pas facile de trouver. Les gens nous te disent t'as pas assez d'expérience, t'as ceci, cela. Et donc j'ai pris un peu le premier job que j'ai trouvé qui a été dans une grosse, grosse boîte qui fait du crédit aux particuliers. C'était vraiment des requins. Heureusement, je suis restée que 3 mois là. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris des choses sur le droit au crédit. J'ai aussi appris qu'il y a des pratiques en entreprise qui existent qu'on ne croirait même pas de type des managers qui saluent leurs équipes en fonction des résultats. Donc, si tu Mhm. travailles bien une semaine, ton manager va te dire bonjour cette semaine-là. Si tes résultats chiffrés sont moins bons la semaine suivante, le manager ne te dira pas bonjour. Et puis des choses qui sont des entreprises aussi qui jouent vraiment avec le droit et la limite, toujours frôler la limite de ce qui est autorisé. Donc j'ai cru que j'avais vendu mon âme au diable et que plus jamais je trouverais un job correct. Mais Mhm. ça a été, j'ai appris beaucoup de choses et j'ai pu rebondir. Je suis partie de cette entreprise-là pour travailler dans une grande banque Mhm. belge, euh, dans tout ce qui était gestion des problématiques clients au téléphone. Et donc, je recevais tous les jours des appels de gens qui me demandaient comment débloquer leur carte, comment ouvrir un compte épargne, comment verser une grosse somme d'argent. Vraiment, toutes ces thématiques auxquelles on peut être confronté un jour dans la vie en tant que consommateur. Et c'était une bonne expérience vraiment parce qu'on était très bien formés sur Mhm. vraiment presque tous les outils au quotidien. Et je pense qu'en Belgique, bah, pour vivre, on est obligé d'avoir un compte en banque, une carte, un compte. Donc c'était très utile et c'était très formateur de travailler à la banque. Et donc, on peut Après dire ça, que entre les deux entreprises, la première entreprise, là, tu t'y retrouvais pas du tout niveau valeur, surtout, et pratique.
Mais justement, le fait d'avoir switché, d'être passé dans cette deuxième entreprise, ben là, tu t'es, on peut dire, mieux épanoui aussi professionnellement. Et après, à la banque, on n'était toujours pas dans je vais changer le monde, hein. Mhm, mhm. Mais pourquoi bah après, je vais changer le monde, j'ai eu le temps de grandir et de me dire que en fait, je voulais juste faire un métier qui avait du sens pour moi. Et j'ai commencé à travailler après ça dans le secteur associatif. Et- Euh, et là, c'est là que j'ai commencé vraiment à m'épanouir professionnellement parce que c'était de la gestion. J'ai fait un petit passage dans une petite structure et puis après, j'ai travaillé en création d'entreprise. C'est-à-dire des gens qui cherchent à créer leur emploi en créant une structure, leur propre business. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui m'a appris beaucoup de choses où il fallait être très créatif et où j'étais confrontée à plein de projets différents au quotidien. Et est-ce que tu peux nous raconter comment justement tes expériences à l'étranger pendant ta scolarité ont influencé ta manière de gérer tes projets aujourd'hui? Je pense que ce que j'ai principalement appris, c'est à garder une ouverture d'esprit, à me dire que moi, j'ai une certaine réalité et j'ai un certain point de vue, mais que autour de moi, les gens qui arrivent avec des nouveaux projets ou des nouvelles idées, peut-être qu'à première vue, je vais me dire, mais non, mais ce projet-là, financièrement, il va pas marcher. Mais que si je change de lunettes et que je mets les lunettes de la personne, ben, il y a d'office, en fait, beaucoup de choses à apprendre chez chaque personne. Et d'ailleurs, j'ai appris, hein, mon job, c'était vraiment de les guider, de leur permettre de créer leur business plan. Mais avec chacune de ces personnes, en général, j'apprenais moi aussi beaucoup de choses. Je pense pas qu'ils le savaient, mais chaque jour, j'apprenais des nouvelles choses grâce à leurs idées, à leurs projets qui m'ont été utiles, Et est-ce en qu'il y tout a un cas dans la vie projet de tous les jours. dont tu te souviens ou qui t'a marqué, peut-être par l'originalité du projet ou plutôt par le fait qu'au départ, tu n'y croyais pas alors que finalement, ça s'est révélé être viable? Ça, c'est une bonne question. Un projet qui a plus été surprenant. Mhm. Parce que c'était Ah, très varié. j'en avais des. Ouais, ouais, j'en avais toujours beaucoup en même temps. Donc, quel projet m'aurait le plus surprise? Euh, Ou en termes de Là, tu réussite me prends. ou d'échec même, ou un projet, tu t'es dit, ah là là, là, faut surtout pas que la personne se lance. Parce que j'imagine quand on est un jeune entrepreneur, on est là, on a plein d'optimisme et c'est bien justement de venir dans ce genre de structure pour être confronté et pas aller justement vers l'échec ou du moins limiter la casse. Ouais, ah ben, j'ai trouvé le projet qui m'a le plus surpris. Non, c'est un projet qui a très bien décollé. Aujourd'hui, c'est devenu une école enfin, c'est plus une petite entreprise, c'est devenu une petite PME. Donc oui, oui. Bon, j'ai travaillé avec une dame qui avait juste une idée, qui en avait marre. Elle était souvent, elle était prof de langue et elle était confrontée bah, à travailler pour des grosses écoles de langue pour le client payait, j'invente, 120 euros de l'heure à l'école. Et Mhm. elle recevait 30 ou 25 par heure et elle a dit, mais maintenant j'en ai un peu marre, je vais créer moi ma structure. Et elle est partie d'une feuille, à part ses compétences à elle, le reste c'était une feuille blanche. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, elle a ouvert 2 ou 3 écoles à force ben, en fait, de persévérance, de créativité et aussi de poser sa limite, de dire, bah, voilà, c'est ça que je propose, voilà comment ça va fonctionner. Et ça a très, très bien marché. Ah ben super, donc tu as été confronté à des belles réussites aussi au niveau des projets. Et donc tu es resté plusieurs années dans cette structure. Est-ce que à un moment donné, tu as eu envie d'autre chose? Je suis restée 6 ans en tout. Et les 2 dernières années, je suis devenue coordinatrice. Donc, gérais aussi, encore des projets, mais je gérais aussi surtout les équipes. Et ça a été quelque chose de très enrichissant, mais aussi avec toutes les difficultés qui vont avec. Et là, Marie, j'ai envie de te demander, en tant que femme, parce que tu as quand même eu des postes à responsabilité, comment arrives-tu à équilibrer les exigences justement que tu as dans la vie professionnelle avec ta vie de famille au quotidien? J'ai toujours pas trouvé la bonne réponse.
je Mhm. cherche, si quelqu'un a trouvé, je veux dire par là que travailler à temps plein, j'ai l'impression que j'ai 2 journées dans une seule parce que je dois faire un premier temps plein. Et puis quand ma journée de temps plein est finie, bah, il y a le temps plein de gérer les enfants, leurs activités, enfin, la vie de famille. Euh, et c'est un peu un dilemme perpétuel. Parfois, je dis, mais comment je suis censée faire pour Mhm. être une bonne travailleuse et pour être une bonne maman? J'ai l'impression que c'est une équation impossible à résoudre. Je sais pas comment font les. J'y arrive, hein, soyons honnêtes. Et la manière dont j'y arrive, c'est que je dois gérer mon stress en faisant du sport. Ça marche pas trop mal, mais je me dis, mais comment font. La première incohérence, c'est le jour où j'ai découvert que l'école finissait à 15h10 et qu'une journée de travail finit à 17h. Mais alors, comment je cherche les enfants? C'est vrai. Voilà. Bon, il y a des systèmes de garderie et ainsi de suite, mais ça me pose, je suis toujours confrontée au dilemme de dire, bah, si j'ai des enfants, c'est pour m'en occuper, pour faire des chouettes choses avec eux d'un côté, et de l'autre, ben, c'est pas possible parce que mon travail attend de moi que je sois là jusqu'à 16 ou 17 heures. Mhm. Donc, c'est un peu un dilemme perpétuel. En sachant que ton Il y a des. conjoint, lui, enfin, il est dans la restauration, donc pour lui aussi, les horaires, c'est pas évident avec la vie de famille. Voilà. Ben, après, ces horaires différents permettent de se relayer. Il y a des jours où on fait des courses relais, quoi. C'est toi le matin, moi le soir, et on inverse. Après, ben, quand les enfants ils grandissent, ils deviennent un peu plus autonomes. Je sais pas. Je rêve peut-être d'un jour que notre gouvernement il nous fasse une semaine de 4 jours ou des petites Yes. solutions comme ça. Bon, il y a déjà des choses chouettes, hein. Le congé parental, j'en utilise souvent un mois chaque année. J'essaye de mettre des choses en place. Euh, que parfois qui sont à disposition mis par le gouvernement. Enfin, le congé parental, c'est très bien. Est-ce que Peut-être que bientôt, dans ton conjoint, il prend aussi du congé parental ou c'est principalement toi? Parce que je sais qu'au niveau de ta carrière, ben, ça aura aussi un impact sur ta pension. Est-ce que c'est quelque chose ouais, dont vous avez discuté aussi? ben, pour l'instant, moi, j'ai utilisé 4 mois de congé parental et mon conjoint, il en a utilisé un. Il y en a 3 qui sont à la poubelle parce que il pourra plus les utiliser. Donc non, c'est toujours déséquilibré. On tend vers un rééquilibrage, mais c'est pas facile, hein. Et est-ce qu'il y a eu des moments dans ta carrière où tu as vraiment dû faire des choix entre ta carrière et ta vie professionnelle et comment tu l'as vécu? Je pense que c'est un choix que je fais au quotidien. Mhm. Je veux dire par là que s'il n'y avait pas ma vie de famille, mon mari et mes enfants, je pense que je ferais un autre travail que celui que je fais aujourd'hui. J'aimerais bien voyager à travers le monde, avoir un job très prenant. Euh, et c'est juste et je suis pas malheureuse de faire ce choix, hein, mais c'est juste que au jour d'aujourd'hui, c'est pas ma priorité. Ça Mhm. viendra peut-être quand les enfants seront grands et autonomes. Parce que, bah oui, ça prend beaucoup d'énergie d'élever des enfants et de les faire pousser droit. Donc, j'ai choisi de rester dans un job où j'ai quand même beaucoup de jours de congés annuels et où j'ai des horaires qui sont vraiment principalement en journée pour que je puisse concilier les deux. Et qu'est-ce que tu mets en place au niveau de ta routine pour garder justement cet équilibre? La routine Euh, quotidienne ou une routine que vous avez mis en place pour justement faire en sorte que tout fonctionne dans la maison? Mais moi, enfin, ce qui m'a permis de refaire fonctionner tout ça vraiment, c'est de dire de faire du sport et principalement en fait du sport en famille. Certains soirs, on va tous au sport. Bon, moi et les Mhm. enfants, on va tous au sport. Ça permet ben, de faire quelque chose ensemble et aussi de défouler enfin, de déposer son stress ailleurs. Mhm. Et donc ça marche assez bien pour nous et tout le monde est assez content en fait. Tout le monde ressort de sa séance de sport bien défoulé, en bonne forme et prêt à recommencer le reste de la semaine. Est-ce que tu as des moments que tu décides de prendre uniquement pour toi? Est-ce que tu en ressens le besoin de temps en temps ou c'est quelque chose que tu mets en place C'est dans ta routine? c'est hyper rare et hyper difficile à trouver pour être honnête. Mhm. Mais ça vient aussi de la capacité à se dire je laisse tout là et j'y vais. Moi, j'ai un mal fou à lâcher prise.
Mhm. Donc, mon mari s'est dit, je vais faire 1 heure de sport. Il me dit, à tantôt, je vais faire 1 heure de sport. Si moi, je vais faire 1 heure de sport, je vais d'abord dire, est-ce que tu es sûr? Est-ce que ça va? Je vais d'abord mettre une machine en route, puis préparer et je vais faire 500 trucs Avant jusqu'à ce de... qu'après, je sois tellement fatiguée que j'y aille peut-être même plus. Mhm. Ouais, c'est vrai que c'est pas évident de s'octroyer du temps pour soi sans culpabiliser aussi. Je sais que c'est un défi aussi pour beaucoup de mamans. Et j'avais envie de te demander, est-ce que justement avec le télétravail qui a été mis en place grâce au Covid, ça a pu changer aussi quelque chose pour toi, ou ça a pu te faciliter aussi la vie? Le télétravail, il a changé ma vie positivement parce que, en fait, ça a réouvert des opportunités. Avant qu'il y ait le télétravail, j'avais dit dans toute cette zone géographique, promis, j'irai plus travailler. À cause du télétravail, ben, je suis sortie de ma zone géographique. Ça implique que j'ai des journées parfois où je pars tôt, je prends le train, mais les journées de télétravail, ça me permet d'être plus efficace dans ma vie de famille et dans ma vie professionnelle parce qu'en fait, je peux vraiment me concentrer à fond pour avancer dans mes dossiers. Et Mhm. puis, je fais des petites pauses. Je travaille pendant 1 h 30, 2 heures. Puis, je fais une petite pause de 15-20 minutes où je peux lancer une machine, pendre du linge, faire un coup de. Voilà. Et donc, à la fin de ma journée de télétravail, si elle s'est bien passée, euh, Ça et ma gagne vie du pro est temps. en ordre, et ma vie privée. Ah ouais, c'est chouette. Et dans ton entreprise où tu es maintenant, c'est quelque chose qui est facilement mis en place, le télétravail? C'est quelque chose qui est fixe dans ton horaire? Euh, moi, je fais partie des gens chanceux qui ont été engagés en époque Covid, donc en full télétravail, et où ils ont compris, je pense, que c'était important de respecter les engagements qu'ils avaient pris quand ils nous ont engagés. C'est-à-dire que moi, j'ai 2 journées de télétravail par semaine et ça me permet vraiment d'équilibrer ma semaine et de fonctionner. Mais je pense que les gens qui sont engagés aujourd'hui, là où je travaille, ils ont un jour de télétravail et un jour de télétravail, Pas c'est beaucoup. pas assez. Est-ce que tu as envie de faire passer un message à nos politiciens justement sur l'une ou l'autre mesure à laquelle tu penses qu'il serait vraiment bénéfique pour nous, les femmes, dans le monde du travail? Je j'ai pas fait les calculs, mais en tout cas, la semaine de 4 jours, je suis très, très fan de se dire est-ce qu'on n'est pas finalement capable de. Mais pas une semaine de 4 jours où pendant les 4 jours, on travaille de 7 heures à 21 heures. Hein, ça, je suis pas Mhm. d'accord. Oui. Donc réduire Vraiment le de temps se de dire travail, garder. réduire le temps de travail Mhm. tout en gardant le même salaire pour permettre de garder cette qualité de vie. Je pense qu'on aurait. Je crois que ça serait. Sur le coup, le gouvernement dit ouais, ça coûte super cher, mais en fait, je crois qu'il y aurait moins de gens malades, moins de gens absents, Mm. moins de gens qui disent bah, en fait, je peux plus faire mon métier parce que je suis épuisée. Je pense que ça pourrait régler quand même toute une partie de problèmes auxquels les travailleurs sont confrontés. Donc je disais Marie que moi ça me faisait justement penser au livre de Tim Morris qui est La semaine de 4 heures, auquel justement il donne beaucoup d'arguments pour dire qu'il n'y a pas besoin de travailler autant. Et peut-être aussi, je pense qu'aujourd'hui on est dans un monde où la technologie permet aussi de travailler à distance. Et donc, travailler déjà en distanciel, ça permet de limiter l'impact écologique, limiter la fatigue des trajets pour aller au travail. C'est hyper bénéfique. Ça permettrait aussi de donner plus de travail à plus de monde. Et je pense en termes d'efficacité, on serait vraiment tout autant efficace en travaillant 4 jours plutôt que 5. Donc, moi, en tout cas, en tant que future politicienne, je suis complètement pour. Et je pense aussi qu'en termes de charge mentale, comme tu as dit, les gens ne se rendent pas toujours compte qu'il y a beaucoup de tâches domestiques qui pèsent sur les femmes et que c'est très fatigant de pouvoir allier justement vie professionnelle et vie de famille. Et pourtant, on doit quand même travailler. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très important dans notre société. Et j'en profite pour te demander justement, est-ce que toi, à un certain moment dans ton travail, tu as justement ressenti ce besoin de faire une pause parce que tu estimais que allier les deux, c'était vraiment difficile? Qu'est-ce qui a été peut-être le déclic à un moment donné dans ta vie pour te dire que tu arrives peut-être plus à allier les deux? Ben c'était pas une question d'allier les deux, ça a été une question de se dire l'environnement professionnel dans lequel j'étais.
a commencé à déborder sur ma vie privée. C'est-à-dire qu'au lieu de se terminer à 16h, c'était 17, puis c'était 18, puis 20, 21. On est arrivé même à un moment à 23. Et bon, après, il y a des contextes. Des oui, mais c'est passager. Oui, mais et en fait, bah, c'était un dysfonctionnement de la structure dans laquelle je travaillais. Et j'ai eu la chance d'avoir des professionnels dont c'était le métier qui m'ont dit, bah, écoute, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faudrait que tu appuies sur la touche pause. Et je les ai écoutés. Ils avaient vraiment raison. Ça a été j'ai eu de la chance en fait d'être entourée comme ça parce que comme j'ai arrêté très tôt en fait dès les premiers signaux que ça n'allait plus, j'ai pu assez vite retomber sur mes pattes. J'ai pas dû être arrêtée pendant des longs mois. Je crois que je suis restée arrêtée 1 mois et demi, 2 mois, et puis c'est bon, j'étais repartie bon, dans une autre structure parce que la structure dans laquelle j'étais, elle était un peu, on va dire, pas bonne pour ma santé. Et c'est quelque chose dont tu t'es rendu compte dans ton corps, par exemple, tu as eu des signaux, des symptômes, ou c'est plutôt l'extérieur qui t'en a fait prendre conscience? Mon corps, il disait pas grand-chose, donc j'étais pas malade, mais ma tête, elle était pas contente. C'était vraiment, ça allait crescendo dans un sentiment de incapacité, de dévalorisation, c'est comme si, j'étais plus capable de rien, Mhm. alors que j'avais un peu de responsabilité. Mais, quand les gens autour de toi, ils tapent sur le même clou, ils finissent aussi par te convaincre que tu es pas capable. Et donc ça, c'était quand même psychologiquement parlant, c'était un peu dangereux et c'était pas une bonne période. Mais comme j'étais arrêtée très vite, Mhm. j'ai pu très vite dire attends, 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 on se pose, on respire. Et ça, c'est un moment qui m'a fait beaucoup. C'est un moment où je me suis vraiment posée et où pendant que mes enfants étaient, bon, il y avait la vie de famille avant et après l'école, mais pendant les temps d'école, j'ai pris ce temps pour moi pour Mhm. essayer de un peu reconstruire ce qui avait été saboté. C'est ce que j'allais justement te demander. Donc, ce temps t'a vraiment permis de te recentrer sur toi et aussi bah, de te reposer physiquement. Parce que c'est vrai que quand mentalement on est épuisé, il n'y a rien à faire, ça va se répercuter aussi sur notre physique. Donc, tu as vraiment pris ce temps pour justement te recentrer sur toi, pour, bah, en fait, c'est un temps qui te permet de te reposer pour mieux repartir aussi. Parce que connaissant Marie, qui est vraiment une femme multipotentielle, qui aime bien être dans plein de choses, ben, je pense que tu te rends pas forcément compte aussi que ton énergie, ben voilà, à force de la donner, ben peut-être que tu as moins de temps pour te ressourcer et justement, c'est ce qui peut peut-être amener au burn-out. Quel conseil tu donnerais justement aux femmes qui travaillent pour éviter justement d'en arriver à un burn-out? Ben, je sais pas le conseil qui peut marcher pour les autres. Pour moi, le conseil, ça a vraiment été le sport. Mhm. Euh, Parce que le sport, ben, c'est bon pour la santé et c'est aussi un moment pour moi, pour vider ce stress, pour enlever tout ce qui me prend de l'énergie et en redonner. Et donc, peut-être que d'autres personnes, c'est pas le sport, hein, c'est peut-être un atelier créatif, c'est Mhm. peut-être de la lecture, mais c'est de trouver je pense qu'on a chacun et chacune certains éléments qui nous ressourcent. Oui. Et bah, il faut la source régulièrement parce que si on n'y va qu'une fois par an, bah, on se dessèche. Et donc, toi, c'est principalement le sport qui te ressource ou tu as d'autres activités plus calmes qui te permettent également de te ressourcer? Parce que le sport, c'est aussi Mmh. intensif. Quand tu es fatigué et que tu te dis, il faut encore en plus que j'aille au sport, c'est vrai que c'est difficile, mais moi, je suis aussi d'avis que même quand tu es fatigué, faire du sport, c'est vraiment super important. Tu vas jamais regretter à la fin de la séance de sport. Le tout, c'est vraiment d'y aller et de mettre en place justement une routine pour pouvoir préserver ce moment régulièrement tout au long de l'année. Toi, c'est mis à part le sport, est-ce que tu as d'autres choses que tu pratiques au quotidien pour garder cette énergie? Bah, je dirais que le sport, c'est vraiment la clé essentielle. Après, comme quand je fais pas de télétravail, bah, j'ai des trajets. Et ça veut dire que j'ai 20 à 25 minutes de calme assise dans un train. Et ça, c'est bénéfique parce que je suis pas sollicite. Personne me sollicite pendant ce moment-là. Il n'y a pas vraiment de réseau. On me demande pas 5000 trucs. On me pose pas de questions. Et donc, ça me donne 2 fois 25 minutes sur la journée juste pour respirer. Et ça, c'est aussi bénéfique.
Moi, je l'ai déjà parlé justement avec d'autres personnes qui prennent le train également pour aller travailler. Et c'est vrai que c'est un peu comme un sas où tu te dis, après le travail, tu as ce petit sas de décompression avant justement de reprendre ta vie de famille, où tu peux simplement dans le train te reposer ou lire ou je sais pas, il y en a qui regardent des séries ou vraiment faire quelque chose pour toi. Et ça permet justement de peut-être se recharger aussi avant de retourner à la maison. Parce que j'imagine que les gens qui retournent aussi en voiture, ben, conduire après le travail, si c'est des longs trajets, c'est aussi, ça engendre aussi quand même une fatigue. Donc le fait d'être dans le train, finalement, tu es quand même aussi préservé avant ta deuxième vie de maman. Alors Marie, est-ce que tu peux nous parler de où tu travailles aujourd'hui? Quelle est ta fonction et comment justement tu as trouvé ce nouvel emploi? Euh, Au jour d'aujourd'hui, je dis les noms et tout. Comme tu veux. Ouais. En tout cas, je travaille dans une petite commune bruxelloise en tant que chargée de développement économique dans une ASBL. Donc, je suis un pied dans la commune, un pied dans la ASBL. Et donc, je dois faire du développement économique. Et en résumé, je suis chargée en fait de projet. J'ai trouvé cette fonction-là après ma petite pause professionnelle, Mhm. un peu, pas par hasard, mais un peu dans le désespoir de se dire là, il y a quelque chose qui ne va pas. J'avais vite envoyé un CV. Et, c'est le bon CV visiblement, vu que je suis arrivée là. Et je travaille sur des projets qui vont Mhm. permettre à la commune dans laquelle je travaille de proposer des choses soit aux commerçants, de proposer des choses aux entrepreneurs et aux entrepreneuses, de dynamiser en fait la vie économique de la commune. C'est vraiment intéressant parce que je travaille avec différents partenaires, avec différents acteurs et je touche à plein de choses différentes. Et justement, je voulais te demander quels sont les grands défis que tu rencontres dans ton rôle actuel en gestion de projet et comment ton parcours multiculturel t'aide à surmonter les défis aujourd'hui. Les plus grands défis, c'est vraiment de coordonner tous les différents acteurs autour d'un même projet, hein, parce que ça veut dire que si moi toute seule je fais un projet, ça va être un tout petit projet pas très intéressant. Si je veux vraiment un vrai projet qui a de l'impact, qui implique plus de monde, je dois travailler avec d'autres services, avec d'autres ASBL, avec d'autres structures. Et donc, c'est vraiment cette capacité à mettre tout le monde autour de la table, à être d'accord, à convaincre aussi le politique que notre projet il vaut la peine. Mhm. Donc le challenge, c'est vraiment de coordonner et de faire qu'on regarde tous ensemble dans la même direction et qu'on avance avec des obstacles administratifs parce qu'une administration, il y a des procédés administratifs. Bon, ils sont là pour des bonnes raisons hein, souvent, mais c'est quand même difficile d'en tenir. Il faut tout le temps en tenir compte et ça prend du temps. Et alors, le côté multiculturel, là, on a la chance aussi, je le vois un peu dans le quotidien, hein, dans les équipes avec lesquelles je travaille et avec le public. Bruxelles, c'est une super ville multiculturelle. Et Mhm. pour l'instant, tous les événements qu'on fait, on a vraiment de la chance, on parvient à attirer un public qui est vraiment très mixte. Et ça, c'est une vraie richesse. Donc, pourvu que ça continue comme ça. Est-ce que il y a des choses que tu as dû mettre en place en termes de communication justement pour favoriser cette cohésion entre les différents acteurs? Les choses mises en place, c'est vraiment enfin, mon outil à moi principalement, c'est de travailler avec une fiche projet où je résume les choses et où à tous les acteurs, je leur dis, voilà le résumé de notre projet, est-ce qu'on est tous d'accord là-dessus? Et ça permet d'éviter des malentendus, de clarifier aussi les rôles de chacun, les Mhm. budgets qui va mettre quel montant. Et jusqu'ici, cet outil de fiche projet, il est vraiment, il a été utile dans tous les cas. Et justement, est-ce que tu penses que les différentes expériences professionnelles que tu as eues avant sont un plus pour ce que tu fais aujourd'hui? Oui, hein. Les différents, enfin, je pense que on utilise en fait le bagage qu'on a, les rencontres, la matière. Après moi, aujourd'hui, je dois quand même monter pas mal de projets avec des entrepreneurs et des entrepreneuses. Et dans Mhm. mon ancien métier, je faisais presque que ça, donc j'ai réutilisé. Tout ce qui est le bagage bancaire, là, c'est plutôt utile dans la vie de tous les jours et puis dans la gestion. Je dois aussi faire la gestion financière de la SBL, donc c'est toujours utile de savoir comment ça fonctionne. Oui, je réutilise beaucoup ce que j'apprends. Et donc, toi, tu as toujours été salarié jusque maintenant. Est-ce que justement le fait d'avoir travaillé avec des entrepreneurs, tu te dis qu'un jour peut-être tu te lanceras dans l'entrepreneuriat?
Ouais, j'aimerais. C'est vraiment quelque chose qui me titille parce que c'est un peu frustrant de travailler. Ça va faire donc 10 ans, je pense maintenant que je travaille avec des entrepreneurs et des entrepreneuses, et de dire, ben en fait, moi, j'ai jamais entrepris. Donc, Mhm. est-ce que je peux vraiment leur... À chaque fois, ça se remettre en cause aussi. Est-ce que je peux vraiment leur donner des conseils? Est-ce que je peux vraiment faire des choses adaptées? Après, le statut d'entrepreneur, ben, à force, depuis le temps que je le côtoie, je vois aussi ce que ça représente. On a parlé du statut d'employé, de concilier vie privée et vie professionnelle. Mhm. Et les entrepreneurs, ils gèrent plus comme ils veulent, mais leur charge, elle n'est pas du tout moindre. Et le risque est beaucoup plus grand. Et donc, moi, je suis dans une phase de vie où j'ai vraiment besoin de cette stabilité d'horaire et financière. Et donc, bah, c'est pas le bon moment pour moi d'entreprendre quelque chose, mais je suis tout à fait ouverte à l'avenir, pourquoi pas. C'est ça, c'est juste que tu te dis que maintenant, pour allier justement vie de famille, vie professionnelle, ton statut actuel est très bien, mais tu ne te fermes pas la porte. À partir du moment où les enfants seront plus grands, tu vas aussi peut-être avoir d'autres envies, d'autres besoins. Donc, c'est quelque chose que tu envisages aussi. Et donc, qu'est-ce que tu envisages pour l'avenir? Quels sont les secteurs vers lesquels tu aimerais aller quand les enfants seront plus grands, justement? Écoute, c'est une bonne question. J'aime beaucoup gérer des projets, hein. Je fais ça depuis quelques années, donc pourquoi pas. Soit je peux aller vers spontanément de la consultance et continuer à faire mon métier, mais en tant qu'indépendante. Après, tout ce qui est alimentaire, pourquoi pas lancer quelque chose dans le secteur de l'alimentation. Je ferme pas de porte. Mhm. Bah écoute, je pense que là, déjà comme tu dis, 10 ans, t'es quand même une experte dans ce que tu fais aujourd'hui et donc je suis sûre que des bonnes opportunités se présenteront par la suite. Est-ce que tu as envie de donner un conseil aux femmes justement qui hésitent à se lancer ou qui hésitent à aller dans le monde du travail parce que peut-être elles sont mamans? Quel conseil tu pourrais leur donner aujourd'hui pour bien allier les deux? Ben, le conseil que je donne toujours, c'est quand même en fait, de s'entourer. Que ça soit en tant qu'entrepreneuse ou en tant que salariée, il existe quand même enfin, en tout cas, à Bruxelles et en Wallonie aussi, il existe des réseaux, des structures de soutien, des projets. Et donc, ben, si on se dit, tiens, je vais pas y arriver toute seule ou j'ai ces peurs-là, c'est en fait, peut-être la première étape, c'est d'en parler et de le formuler. Tu vois, de Mhm. mettre des mots sur ce qu'on ressent. Et de là, ben, il existe, on a vraiment cette chance en Belgique d'avoir un terreau associatif, un terreau de projet vraiment riche. Et donc, il existe plein de structures qui font des super métiers. Le problème, c'est que souvent, on les connaît pas bien. Mais Mhm. donc, si on cherche un peu, on trouve que ce soit des réseaux de femmes entrepreneurs, que ce soit des structures de soutien de remise à l'emploi, et vraiment des aides pour qu'on ne soit pas toute seule dans ce qu'on entreprend ou qu'on ait Mhm. un petit filet de sécurité au cas où, quoi. Oui, c'est vrai que ce que tu dis, c'est très important. C'est que parfois, on ne sait pas se lancer parce que on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas quelle structure, avec quelle structure prendre contact justement pour se lancer. Et donc, dans un premier temps, c'est déjà de se renseigner pour savoir quelle structure peut accompagner justement mon projet. Et j'avais envie de te poser une dernière question, Marie. Est-ce que la sororité, c'est quelque chose qui est important pour toi? Et est-ce que dans le cadre de ton travail, ce sont des valeurs justement qui sont aussi développées? J'y ai jamais réfléchi en tant que tel, mais si j'y réfléchis là maintenant, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Quand je suis arrivée dans mon job d'aujourd'hui, on a vite mis en place ce qu'on appelle la semaine des entrepreneuses, et donc des projets vraiment qu'on voyait que au féminin. Enfin, en tout cas, on reste ouvert, hein, si un homme veut venir, il peut, mais Ouais. on communique vraiment. On dit, ben voilà, on propose ça pour les femmes. Et c'est des projets que je mène qui me donnent enfin, beaucoup d'énergie positive. Mhm. Euh, c'est des projets aussi qu'on a réussi à faire grandir. Donc, je pense que il y a beaucoup de choses à faire là-dedans. Moi, j'aime bien quand c'est ancré dans le concret. Il faut pas trop m'amener dans des trucs spirituels avec des chants et du yoga, mais quand on fait des projets entre femmes très concrets, je trouve qu'on arrive, enfin moi j'arrive à créer des projets où on fait une super dynamique positive, où on oublie un peu le côté compétitivité, je fais mieux que toi, et où on se pousse l'une l'autre.
Et donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que je travaille chaque année. On fait des nouveaux projets là-dessus, en tout cas dans mon quotidien. C'est très chouette, Marie. Moi, je trouve que c'est vrai que travailler avec des femmes, ça apporte aussi une énergie, je pense, qui est différente. Et cette idée aussi de travailler ensemble et pas les unes contre les autres, parce que finalement, chacune a sa place et chacune peut avoir une spécialisation dans son domaine. Et je trouve que c'est des belles valeurs aussi qu'il faut transmettre pour les générations futures, qu'il y a beaucoup de choses qui auront aussi plus d'impact si les gens se mettent ensemble, les structures se mettent ensemble. Et donc, c'est sur ces belles paroles que j'ai envie qu'on termine cette interview. Merci beaucoup, Marie, d'avoir pris le temps de venir sur ma chaîne pour nous partager ton parcours. Et à tous les auditeurs, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Et nous nous retrouvons prochainement pour le partage d'un nouveau portrait de femme. Under the moonlight, your eyes shine bright.